Elle avait tout. Un mari qu'il aimait, une famille construite sur 22 ans de vie commune, une fille qu'il admirait. Et elle a tout mis en jeu pour se sentir à nouveau regardée. Ce qui est troublant dans cette histoire, ce n'est pas la trahison. C'est que personne autour d'elle ne l'a arrêtée. Au contraire, on l'a encouragée, flattée, poussée vers le bord. Et elle a cru que c'était de la liberté. Jusqu'au soir où tout s'est effondré en quelques heures. Parfois, ce n'est pas une grande décision qui brise une famille. C'est une série de petits choix que l'on croit sans conséquence. Ce soir, cette histoire va vous faire réfléchir à ce que vous êtes prêt à risquer pour une illusion. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je suis heureux de vous retrouver. Et avant qu'on commence, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors. J'adore savoir où vous êtes quand vous écoutez ces histoires. Installez-vous confortablement, parce que ce que vous allez entendre ce soir, vous ne l'oublierez pas de sitôt. Cette histoire parle de la façon dont la confiance ne se brise pas d'un seul coup. Elle s'effrite, imperceptiblement, comme une falaise sous l'assaut des vagues. On croit tenir quelque chose de solide entre ses mains, et puis un jour on ouvre les paumes, et il n'y a plus rien. Peut-être que certains se reconnaîtront dans ces pages. Peut-être que d'autres y verront le visage d'un être cher, d'un ami, d'un amour. Et si, après avoir lu ceci, ne serait-ce qu'une seule personne choisit la parole plutôt que le silence, alors ce récit n'aura pas été écrit en vain. Il marchait depuis longtemps vers ce précipice, sans le voir, ou peut-être en feignant de ne pas le voir. Arnaud sentait le froid s'installer entre eux, ce froid sourd qui s'insinue dans les gestes quotidiens, dans les silences du dîner, dans les nuits où l'on dort côte à côte, mais si loin l'un de l'autre. Il avait essayé, Dieu sait qu'il avait essayé. Il avait abordé le sujet avec Estelle à plusieurs reprises, avec douceur, sans éclat de voix, cherchant ce fil fragile qui unit encore deux êtres qui s'aiment. Mais chaque conversation s'achevait de la même façon, sur un mur. Ils se retrouvaient encore plus éloignés qu'avant, chacun retranché dans ses certitudes, blessé et silencieux. Le déclencheur fut, chose étrange, non pas une grande dispute, mais une fête. L'anniversaire d'Estelle. Arnaud avait tout organisé avec soin. Il avait choisi le restaurant, une belle adresse dans le quartier historique, réservé une grande table, soigné chaque détail, les fleurs, le champagne, la pléviste. Il voulait que ce soir-là soit parfait pour elle. Il voulait lui rappeler, sans mots, que 22 ans plus tard, il était encore là et que ça comptait. Mais ce soir-là, quelque chose se brisa en lui. Dès qu'Estelle franchit la porte du restaurant dans sa robe bordeaux, une rumeur admirative parcourut la tablée. Les compliments fusèrent. Les gens se pressaient autour d'elle, lui prenaient les mains, riaient de ses plaisanteries. Et quand la musique s'éleva, on l'invita à danser, pas une fois, mais plusieurs. Arnaud, lui, restait assis. Il regardait, il souriait poliment. Mais au fond de lui, quelque chose se serrait. « C'est moi qui ai rendu tout ça possible », pensait-il. « Et pourtant, je suis invisible. » Les invités étaient en majorité des collègues d'Estelle. Coralie et Véronique vivaient seules, libres de toute attache. Maëlle et Sophie étaient venues avec leur mari, mais se comportaient comme si ces derniers n'existaient pas, riant trop fort, lançant des œillades, s'autorisant des gestes et des mots qu'on réserve d'ordinaire aux soirées sans conjoint. Arnaud les observait avec un malaise croissant. Quelques jours après la fête, Estelle l'informa posément, comme on annonce une réunion de travail. « Ce soir, je vois les filles, je rentrerai tard. » Arnaud leva les yeux de son journal. « Tard, c'est-à-dire ?»« Tard, dit-elle simplement, en attrapant son manteau. » Il ne répondit rien, mais quelque chose dans le ton, dans la façon dont elle avait dit cela, sans chercher son regard, sans même lui laisser le temps de répondre, lui laissa un goût amer. Elle rentra à 1h du matin. Il l'entendit trébucher légèrement contre le seuil, rire doucement de sa propre maladresse. Il était encore éveillé, allongé dans le noir, les yeux ouverts au plafond. Il reconnut aussitôt l'ivresse dans sa démarche, dans sa façon de poser son sac un peu trop fort. Il ne dit rien ce soir-là. Il attendit. Le lendemain matin, la cuisine baignait dans la lumière froide de l'automne. Estelle préparait son café, dos tourné. Arnaud s'assit à la table, prit une longue inspiration. « Il faut qu'on parle. » Elle se retourna, tasse à la main, un sourcil levé. « De quoi ?»
de ces sorties, de cette compagnie, de ce que ça fait à toi et à nous. Estelle posa sa tasse avec un claquement sec. Tu recommences avec ça. Estelle, écoute-moi. Je ne t'attaque pas, je te dis ce que je ressens. Quand tu rentres comme tu es rentré cette nuit, quand tu disparais des soirées entières sans que ça te pose le moindre problème, ça m'atteint, en tant qu'homme, en tant que mari. Elle le dévisagea, et quelque chose d'agacé traversa son visage. Arnaud, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai passé une soirée avec mes amis. On a bu un verre, on a parlé, on a ri. Puis on a pris un taxi et chacune est rentrée chez soi. Où est le crime? Le crime, dit-il calmement, ce n'est pas ce que tu fais. C'est comment tu le fais, sans le consulter, sans te demander si ça me convient, comme si ma place dans ta vie était devenue accessoire. Ta place dans ma vie, répéta-t-elle, la voix qui montait. Tu vis avec moi depuis 22 ans. Tu es là tous les jours. Comment peux-tu te sentir mis de côté? Parce que le fait d'être là ne suffit pas, Estelle. Il faut aussi être vu. Un silence tomba. Dehors, un merle chantait dans le jardin. Estelle regardait ses mains autour de sa tasse, les lèvres serrées. « J'ai besoin de liberté, dit-elle enfin, la voix plus basse. De voir du monde, de rire, de me sentir vivante autrement que comme ta femme ou la mère de Lucie. Tu peux comprendre ça? » Bien sûr que je peux comprendre ça, dit Arnaud. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette liberté doit exclure notre couple. Pourquoi tu ne veux jamais qu'on en parle? Pourquoi, dès que je soulève le problème, tu le refermes aussitôt? Parce qu'il n'y a pas de problème, dit-elle en frappant la table du plat de la main. Estelle, non, Arnaud. Sur ce point, je ne ferai aucune concession. Et je te préviens, ce soir, je retrouve les filles à 17h. Nous sommes des adultes. Nous devons respecter la liberté de l'autre. Arnaud la regarda longuement. Quelque chose dans ses yeux à lui, une douleur tranquille, plus triste que colère, parut la traverser un instant. Mais elle soutint son regard. « Tu ne te demandes même pas si ça me fait mal, dit-il. Je ne te trompe pas, Arnaud. Je ne t'ai jamais trompé. Je ne t'ai jamais rien refusé. Alors... » Je n'ai pas parlé de ça, l'interrompit-il doucement. Mais c'est la 3e fois en une semaine que tu le mentionnes sans que je t'en parle. Et ça m'inquiète davantage que tout le reste. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ce soir, dit-il en se levant, si tu pars quand même, je m'installe dans la chambre de Lucie. Estelle haussa les épaules, mais il vit, il en était sûr, qu'elle s'était légèrement raidie. Comme tu voudras. À partir de ce jour, une fissure courut entre eux. Pas une fracture brutale, quelque chose de plus insidieux. Un espace qui grandissait silencieusement, nuit après nuit. 3 mois passèrent. Estelle ne changea rien. Elle continuait de disparaître le soir, de rentrer tard, parfois dans un état que les mots polissés ne suffisent pas à décrire. Elle en informait Arnaud d'un mot bref, une phrase lâchée en passant, sans attendre sa réponse, sans chercher ses yeux. Un soir, le téléphone d'Arnaud sonna. C'était Lucie, leur fille. « Papa, tout va bien entre vous ?»« Oui, dit-il, la gorge un peu serrée. Pourquoi tu demandes ?»« Hier soir, maman était avec ses amis dans un bar. Elle m'a envoyé un message, mais c'était décousu. Elle n'était plus elle-même. J'étais inquiète. » Arnaud ferma les yeux. « Je sais, ma chérie, je sais. Elle passe beaucoup de temps avec cette compagnie en ce moment. Je lui ai parlé plusieurs fois, mais elle n'entend pas. « Papa, je vais réessayer, dit-il. Ne t'inquiète pas. » Mais sa voix, en disant cela, avait la résignation tranquille de quelqu'un qui sait que les mots ne suffiront plus. Estelle, de son côté, ne comprenait pas, vraiment pas. Lucie était adulte, établie dans sa propre vie, heureuse avec son mari. Les responsabilités domestiques s'étaient allégées. Pour la première fois depuis des années, Estelle avait du temps pour elle, pour exister en dehors des rôles qu'on lui avait assignés. Et elle n'était pas prête à y renoncer. Elle repensait souvent à cette soirée d'anniversaire, la robe bordeaux, les lumières tamisées du restaurant, les compliments qui pleuvaient, ces hommes qui l'avaient invitée à danser, leurs mains dans le creux de ses reins, et cette sensation
oubliée depuis si longtemps d'être désirée, regardée, choisie. Elle avait 47 ans, et ce soir-là, elle s'était sentie de nouveau jeune. Est-ce si terrible, se disait-elle en fixant son reflet dans le miroir de la salle de bain, de vouloir encore briller? Cette sensation l'avait emportée comme une vague. Dans cet élan, elle ne voyait presque plus Arnaud, lui qui avait pourtant tout organisé, tout préparé. Dans son esprit, la fête n'était plus associée à son mari, mais à ses amis. C'était elle, se convainquait-elle, qui lui avait offert ce sentiment de légèreté, cette ivresse de vivre qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps. Quand Arnaud essayait de l'arrêter, elle y voyait une oppression et s'estimait pleinement justifiée de lui tenir tête. Sa menace de s'installer dans la chambre de Lucie, elle n'y avait pas cru une seconde, jusqu'à ce qu'il le fasse vraiment. Lorsqu'elle raconta la chose à ses amis, Maëlle laissa tomber d'un ton détaché. « Et alors, mon mari et moi, ça fait des années qu'on dort chacun dans notre chambre. Je n'ai de compte à rendre à personne. On est ensemble depuis longtemps. Quand l'envie lui prend, il passe me voir, mais ça devient de plus en plus rare. » Estelle ricana, sûre d'elle. « Arnaud, c'est différent. Je lui donne une semaine, pas plus. Il va revenir. » Mais la semaine passa, puis une autre, et Arnaud ne revint pas. Et plus il tenait la distance, plus quelque chose en Estelle se crispait. Elle se répétait que c'était de la jalousie, une jalousie sans fondement selon elle. Leur sortie, c'était entre femmes, enfin, presque toujours. Car il y avait bien ces soirs où elle s'arrêtait dans un bar ou un restaurant, et où des hommes s'approchaient, invitaient à danser, cherchaient à engager la conversation. Estelle se rassurait, ce n'était que des danses, un peu de flirt innocent, rien de plus. Un soir, la compagnie se retrouva chez Véronique. La soirée était déjà bien entamée quand son frère Gaëtan fit son apparition, accompagné d'un ami, Ludovic. Gaëtan se confia à voix basse à sa sœur. Sa femme venait d'être hospitalisée. Il voulait changer les idées. On les invita à s'asseoir. Gaëtan était de ceux qu'on remarque sans effort, assuré, volubile, avec ce sourire qui sait se poser exactement là où il faut. Et ce soir-là, il avait choisi de poser ce sourire sur Estelle. Il lui servit à boire, lui dit des choses qui la firent rire, et à la fin de la soirée, il proposa de la raccompagner. Ils marchèrent jusqu'à sa porte dans la fraîcheur de la nuit. Il n'y eut pas même un baiser, juste cette électricité légère entre deux personnes qui savent qu'elles se reverront. Et ils se revirent. Gaëtan commença à graviter autour de leur groupe, avec une régularité qui n'avait rien d'anodin. Estelle le laissait faire. Elle se disait que c'était sans conséquence. Puis vint la soirée en boîte de nuit. Gaëtan était là, bien sûr, avec Ludovic. Ludovic, pourtant marié, semblait avoir laissé ses engagements au vestiaire. Il s'était rapproché de Sophie avec une insistance que personne ne chercha à freiner. Sophie, de son côté, ne fit rien pour l'éloigner. Estelle observait la scène, partagée entre une gêne qu'elle taisait et une excitation qu'elle ne voulait pas nommer. Le jeudi soir, pas de sortie prévue. Estelle rentra à la maison comme à son habitude. Mais le vendredi soir, le groupe avait prévu de retourner en boîte. Gaëtan devait passer la prendre. Elle prépara sa tenue avec soin, essayant plusieurs robes, rejetant l'une, hésitant sur l'autre. Elle décida de ne rien dire à Arnaud ce soir-là. Elle lui dirait demain, en fin de journée. C'était suffisant, estimait-elle. Mais en entrant dans la cuisine pour attraper ses clés, elle trouva Arnaud assis à la table. Il ne cria pas. Il n'éleva pas la voix. Il leva simplement les yeux vers elle et dit « Tu n'as rien à me dire ?» Elle s'arrêta, sur ses gardes. « À quel sujet ? Samedi dernier, par exemple, la boîte de nuit, et le fait que tu n'y étais pas qu'avec tes amis. On est sortis, on a dansé, on s'est amusé. Quel est le problème ? Je ne vois pas pourquoi je devrais me justifier devant toi. Parce que nous sommes encore une famille, au cas où tu l'aurais oublié. Ce n'est pas moi qui ai quitté la chambre, dit-elle sèchement. Non, c'est toi qui m'y as poussé. Un silence tendu s'étira entre eux. Estelle croisa les bras. Je n'ai jamais dit que notre mariage ne comptait pas. Je ne veux pas divorcer. Moi non plus, dit Arnaud, la voix égale, presque trop calme. Mais si ça continue comme ça, Estelle, je partirai. Et cette fois, ce ne sera pas dans la chambre de Lucie. Elle ricana, mais c'était un rire un peu forcé. Des menaces maintenant.
Ce n'est pas une menace, dit-il en se levant, c'est une réalité. Il sortit de la cuisine sans claquer la porte. Le lendemain matin, Estelle se leva tôt et quitta l'appartement avant qu'Arnaud ne soit debout. Par précaution, ou peut-être par lâcheté, elle coupa son téléphone. « Je le rappellerai ce soir, se dit-elle, après le travail. » La journée fila. En fin d'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à sortir du bureau, elle ralluma son téléphone. Une avalanche de notifications s'abattit sur elle. Des appels manqués, tous de Lucie, plusieurs, trop. Elle décida de rappeler d'abord Arnaud. « Je t'écoute, dit-il d'une voix sèche. Je voulais juste te dire de ne pas m'attendre. Ce soir, je suis chez Véronique. Je rentrerai tard. » « Ça m'est égal, répondit-il. Je t'ai dit hier ce que j'avais à dire. Dis-moi juste, j'emporte la voiture ? La voiture ? Pourquoi tu... Oui, prends-la. Je n'ai pas le permis. Il raccrocha sans un mot de plus. Son ton la mit mal à l'aise. Elle se promit de lui parler sérieusement le lendemain. Et pour la première fois depuis longtemps, une petite voix en elle murmura qu'elle était peut-être allée trop loin. Gaëtan arriva devant l'immeuble à ce moment-là. Elle monta dans la voiture. « Tout va bien ?» demanda-t-il en regardant son expression. « Oui, oui, dit-elle. Attends, je dois rappeler ma fille. » Elle composa le numéro de Lucie. Celle-ci décrocha à la première sonnerie et sans préambule, attaqua. « Maman, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ?» Estelle fronça les sourcils. « Lucie, de quoi tu parles ?» La voisine du palier m'a appelé cet après-midi. Elle a vu papa charger ses affaires dans une voiture. Ses affaires, maman. Estelle sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Quelles affaires? Il est où? Je lui ai téléphoné. Il m'a dit qu'il divorçait, que tu voyais quelqu'un, que cet homme vient te chercher tous les soirs après le travail. Lucie, écoute-moi. C'est le frère de Véronique. Il n'y a rien entre nous, c'est absurde. Ah, alors ton amant, c'est quelqu'un d'autre? Je n'ai pas d'amant, cria Estelle. La voix de Lucie se durcit, froide comme du marbre. Maman, on t'a vue à la boîte, pendue au cou d'un type. J'ai honte. Si vous divorciez à cause de ça, alors je te demande de ne plus me contacter. La ligne fut coupée. Estelle resta immobile, le téléphone dans la main, la gorge serrée. À côté d'elle, Gaëtan conduisait en silence. Dehors, les lumières de la ville défilaient. Elle composa le numéro d'Arnaud, les doigts tremblants, espérant qu'il était encore chez eux. Mais la messagerie s'enclencha. Une voix froide, mécanique, annonçant qu'Arnaud était injoignable. Gaëtan tourna la tête vers elle, l'air préoccupé. « Estelle, quelque chose ne va pas ?»« Non, dit-elle sèchement. Je rentre. On n'ira pas en boîte ce soir. » Il leva les sourcils, feignant la surprise. Quel revirement! J'avais pourtant réservé une chambre pour nous. Estelle se figea. « Une chambre? Pour nous? De quoi tu parles ?»« Tu sais très bien de quoi je parle, » dit-il avec un sourire tranquille. « La dernière fois, en boîte, il y avait des salons privés, mais j'avais oublié mon portefeuille. Cette fois, j'ai prévu. J'ai dit à ma femme que j'étais en déplacement professionnel et j'ai réservé une chambre pour la nuit. »« Tu es complètement fou, dit Estelle, la voix montant d'un cran. Tu me prends pour qui exactement ?» Il ricana doucement. « Pour qui tu es? Ne joue pas les saintes ni touche. Ludovic est marié, lui aussi, et ça ne m'empêche pas de passer de bons moments avec Sophie. Et Sophie ne s'en plaint pas. » Estelle tenta d'appeler Véronique. Pas de réponse. Elle composa alors le numéro de Coralie. « Coralie, c'est Estelle. J'ai un problème sérieux. Arnaud est parti. » La voix de Coralie, au lieu de la douceur attendue, fut glaciale. Il a bien fait. « Pardon ? Ce que j'ai dit. Une femme comme toi ne mérite pas un homme comme lui. » Estelle resta bouche bée. « Mais qu'est-ce que tu... » « Je vais te dire ce que je pense vraiment, Estelle. Je n'ai jamais compris ce que tu faisais avec des femmes dans notre situation. Tu avais quelque chose de bien, une vraie vie construite. Regarde ce que tu en as fait. » « Je ne comprends pas, tu parles de quoi ? » ?»« De Maëlle, dit Coralie. Elle a cru elle aussi que c'était sans conséquence, les sorties avec Gaëtan. Son mari est parti quand il a appris. Gaëtan implorait à genoux. Elle a pardonné. Jusqu'à la prochaine fois. Et maintenant, tu sais ce que ce charmant monsieur a fait ? Il a parié avec Ludovic qu'il t'emmènerait à l'hôtel et qu'ensuite il te passerait à Ludovic. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Tu mens, dit Estelle à voix basse. J'aurais bien voulu. Il ne t'a pas encore parlé du motel qu'il a réservé pour ce soir ? Estelle raccrocha. Elle se tourna lentement vers Gaëtan. C'est vrai ? Tu as parié sur moi ? Tu comptais me passer à Ludovic ? Il ne nia pas. Il haussa simplement les épaules, avec cette désinvolture qui soudain lui parut obscène. Ludovic est quelqu'un de bien, tu ne regretterais pas. Et l'autre soir en boîte, tu n'étais pas si farouche quand tu m'embrassais. Dommage que j'ai manqué de liquidité ce soir-là. Arrête la voiture, dit-elle. Estelle, arrête cette voiture maintenant ou je l'ouvre moi-même en pleine route. Calme-toi. On fait demi-tour dans 500 mètres. Chez toi, tu peux jouer les effarouchés devant ton mari, mais là, tu es avec moi. Ils n'en eurent pas le temps. Un coup de sifflet bref déchira le silence. Sur le côté de la chaussée, un agent de police en uniforme levait son bâton de signalisation avec un geste sans équivoque. Gaëtan laissa échapper un juron entre ses dents et ralentit. Il gara le véhicule contre le trottoir, à hauteur du véhicule de patrouille. L'agent s'approcha par la vitre conducteur. « Bonsoir, document du véhicule et permis de conduire, s'il vous plaît. » Gaëtan plongea la main dans la poche de sa veste, en sortit un vieux carnet d'adresses. Pas de permis. Il chercha derrière le pare-soleil. Rien non plus. Ses mouvements étaient trop rapides, trop nerveux. L'agent s'en aperçut. « Veuillez sortir du véhicule. » Gaëtan obtempéra. Un second agent s'approcha. Quelques secondes plus tard, des menottes cliquetèrent. On invita également Estelle à quitter l'habitacle. Une deuxième voiture de patrouille venait de se ranger derrière eux. Estelle, debout sur le trottoir dans la nuit fraîche, perçut des bribes de conversation entre les agents. Elle comprit alors ce qui se passait. Le véhicule était signalé volé. Ils furent conduits au commissariat, la voiture remorquée derrière eux. Estelle fut accompagnée dans une salle séparée. Un officier de police judiciaire s'installa en face d'elle, posa quelques questions d'usage, puis aborda les circonstances de sa présence dans le véhicule. Il lui apprit que la veille, la propriétaire de la voiture, une certaine Karine, avait déposé une plainte pour vol. Son mari lui avait affirmé être en déplacement jusqu'au lendemain. Quand elle avait constaté que la voiture avait disparu du parking, elle avait appelé la police. « Où vous rendiez-vous au moment de l'interpellation » demanda l'officier. « Il devait me ramener chez moi, dit Estelle. Il m'avait récupéré devant mon bureau. On devait aller en boîte, mais j'avais changé d'avis et il faisait demi-tour. Et avant ça, il est venu me chercher à la sortie du travail. Je vois. Veuillez patienter un moment. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix neutre. « La situation est un peu complexe. Cet homme est-il votre compagnon ?» « Absolument pas, dit Estelle fermement. Nous sommes de simples connaissances. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Dans ce cas, pouvez-vous m'expliquer comment il a pu prendre le véhicule de son ex-femme sans son consentement ?» Estelle cligna des yeux. « Son ex-femme ? Je croyais qu'il était marié. » « Sa femme est déjà ici. Vous la verrez bientôt. » « Pourquoi ?» L'officier eut un léger sourire. Question rhétorique. Ils sortirent dans le couloir au moment où l'on faisait sortir Gaëtan de la salle de garde à vue. Une femme au visage net et aux yeux étincelants de fureur était déjà là. En l'apercevant, elle se planta devant lui. « Tu m'avais dit que tu étais en déplacement. J'étais convaincu qu'on t'avait volé la voiture. J'ai alerté tout le monde. »« Karine, écoute, dit-il, les mains légèrement levées en signe d'apaisement. Ma sœur m'avait demandé de déposer une amie à elle après le travail, c'est tout. »« Et c'est pour ça que tu as réservé une chambre de motel ?» répondit-elle d'une voix cinglante. « Tu peux rentrer chez ta sœur. Vous vous méritez, tous les deux. » Tandis que tous les regards convergeaient vers cette scène, Estelle se glissa silencieusement vers la sortie. Personne ne chercha à la retenir. Elle poussa la porte du commissariat et se retrouva seule dans la nuit, le souffle court, les jambes légères comme après une chute. L'air du dehors était froid. Elle resta un instant immobile sur le trottoir, les mains dans les poches, la ville qui bourdonnait autour d'elle. Elle sortit son téléphone. Le nom d'Arnaud s'afficha à l'écran. Elle appuya sur « Appeler ». Et cette fois, elle espérait de tout son être qu'il décroche. Elle marcha jusqu'à l'arrêt le plus proche et une demi-heure plus tard, poussait la porte de son appartement. Elle n'avait pas encore posé son sac que son téléphone sonna.
Véronique. Estelle, où tu es? Tu es partie directement à l'hôtel avec Gaëtan ou quoi? Va te faire voir, toi et ton frère, dit Estelle d'une voix tranchante. C'est toi qui as tout manigancé? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que j'aurais manigancé? Ne me rappelle plus. Elle raccrocha et jeta le téléphone sur la table. Le silence de l'appartement vide l'accueillit comme un reproche. Elle s'assit à la table de la cuisine, les mains à plat sur la surface froide. Et là, sans crier gare, quelque chose se rompit en elle. Les larmes arrivèrent d'abord par vagues discrètes, puis en sanglots profonds, incontrôlables. Le genre de pleurs qu'on retient trop longtemps et qui finissent par tout emporter. Quand ils se tarirent, elle resta immobile, les yeux rouges, le souffle heurté. Et pour la première fois depuis des mois, elle pensa clairement. Elle avait tout raté. Elle voyait maintenant avec une précision douloureuse l'étendue de ses erreurs. Même aux yeux d'un homme comme Gaëtan, un homme sans scrupules, sans honneur, elle était apparue comme une femme qu'on peut prendre et passer à un autre. Cette pensée lui fut insupportable. Elle repensa à Coralie. Coralie qui n'avait pas cherché à la consoler, mais qui, en quelques phrases sèches, lui avait ouvert les yeux sur ce qu'elle n'avait pas voulu voir. Elle prit son téléphone et composa son numéro. « Coralie, je suis désolée de te rappeler, mais j'ai besoin d'aide, s'il te plaît. » Un soupir à l'autre bout du fil. « Estelle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille ramener ton mari par la main? Il ne m'adressera probablement même pas la parole. Je ne te demande pas ça, je te demande juste de venir. Regarde-toi dans un miroir d'abord, vraiment, regarde-toi. » Il y eut un silence. « J'arrive, dit Coralie. Mets de l'eau à chauffer. » Estelle raccrocha et s'approcha du miroir de l'entrée. Ce qu'elle vit la fit tressaillir. Une coupe asymétrique trop jeune pour elle, une couleur de cheveux criarde et artificielle, du mascara qui avait coulé jusqu'aux joues. Elle ressemblait à quelqu'un qui jouait un rôle et qui ne le jouait pas bien. « Et ça fait combien de temps que je me déguise ?» pensa-t-elle. Elle alla dans la salle de bain, se lava le visage à l'eau froide, se brossa les cheveux. Ce geste simple, presque banal, lui fit du bien. Quand la sonnette retentit, elle alla ouvrir. Coralie entra, jeta un regard rapide sur elle et quelque chose dans ses yeux s'adoucit légèrement. Elles s'installèrent à la cuisine. Estelle tendit la main vers un placard, en sortit une bouteille. « Range ça, dit Coralie sans hésiter. C'est la dernière chose dont tu as besoin ce soir, surtout si tu veux parler à Arnaud avec les idées claires. » Estelle reposa la bouteille sans protester. « Tu pleures depuis combien de temps ?» demanda Coralie en s'asseyant. « Depuis que je suis rentrée, dit Estelle à voix basse. Le mascara, tu vois ? Je vois surtout que tu as l'air plus humaine qu'en ce moment, qu'en ces derniers mois. La coiffure et la couleur, il faudra changer tout ça. Et ces jupes trop courtes aussi, elles ne te ressemblent pas. Tu n'as pas 20 ans, et c'est bien. Mais là n'est pas la question. Mets de l'eau à chauffer et dis-moi ce qui s'est passé. » Estelle remplit la bouilloire, la brancha et s'assit en face de Coralie. Elle garda les yeux baissés un moment, puis murmura. « Comment je fais pour le récupérer ?» Coralie prit une longue inspiration. « Ce n'est pas simple. Moi, je n'y suis pas arrivée. » Estelle leva la tête, surprise. « Toi ? Mais tu vis seule depuis que je te connais. Je pensais que tu l'avais choisi. » « Pas vraiment, dit Coralie calmement. J'étais mariée. Il y a quelques années, je me suis laissé emporter par une histoire avec un collègue, un jeune ingénieur qui savait exactement quoi dire. Mon mari l'a appris. Il a mal réagi. Très mal. L'autre s'est retrouvé à l'hôpital et mon mari devant un tribunal. Quand on l'a condamné, il m'a regardé en face et il a dit « N'attends pas. De toute façon, tu n'attendras pas. » Elle s'arrêta. La bouilloire se mit à siffler doucement. « Et tu attends quand même, » dit Estelle doucement. « Je n'ai vu personne depuis. J'ai des visites autorisées. Quand il sortira, si quelque chose est encore possible, je serai là. Et cette fois, je ne laisserai personne s'approcher. » Le silence entre elles fut différent de ceux du début de soirée. Moins lourd, presque doux. Estelle versa l'eau dans les tasses, poussa l'une vers Coralie. « Et Véronique ?» demanda-t-elle après un moment. « Elle aussi a été mariée ?» « Oui, elle trompait son mari régulièrement.
Il l'a découverte plusieurs fois. Il l'a quittée sans se retourner. Et elle, au lieu d'en souffrir, s'est enfoncée davantage. Elle ne cherchait pas à reconstruire. Elle voulait juste s'étourdir. Ce monde dans lequel tu t'es retrouvée, Estelle, il n'était pas fait pour toi. Pourquoi personne ne me l'a dit avant ? Qui se vante de ces naufrages, dit Coralie avec un sourire triste. Seulement les femmes qui ont renoncé à comprendre ce qu'elles ont perdu. Estelle serra sa tasse entre ses deux mains. Il n'y a jamais rien eu avec Gaëtan, dit-elle. Jamais rien avec personne. Je pensais que c'était un ami, que c'était innocent. L'amitié entre un homme et une femme, dit Coralie, c'est un beau mot qu'on utilise quand on ne veut pas se regarder en face. Gaëtan ne cherchait pas ton amitié, et tu le savais quelque part. Estelle ne répondit pas. C'était une réponse en soi. Alors qu'est-ce que je lui dis ? Demanda-t-elle enfin à Arnaud. Qu'est-ce que je peux bien lui dire pour qu'il revienne ? Coralie posa sa tasse et la regarda avec une franchise sans cruauté. La vérité. Toute la vérité. Pourquoi tu t'es laissé aller comme ça ? Ce n'était pas un caprice, Estelle. Tu es financièrement indépendante, tu as un bon travail. Mais tu vivais à côté d'Arnaud sans vraiment le voir. Vous n'aviez plus rien en commun, plus de projets, plus de conversations vraies. Et puis tu as passé le cap de la quarantaine, et quelque chose en toi a voulu retrouver la fille que tu étais à 25 ans. Ces sensations oubliées, ce vertige. Sauf qu'au lieu d'en parler à ton mari, tu as écouté Véronique. Une femme qui ne supporte pas de voir les autres avoir ce qu'elle n'a plus. Sa jalousie, ses conseils, son venin. Tout ça peut ronger un mariage solide de l'intérieur. Estelle regardait le fond de sa tasse, les yeux brillants. Et si c'est trop tard ? Peut-être que c'est trop tard, dit Coralie sans détour. Mais la seule chance que tu aies, c'est l'honnêteté totale. Tu lui dis tout ce qu'il veut savoir, sans esquiver, sans minimiser. Parce que s'il apprend un seul détail d'une autre bouche que la tienne après ça, alors là, oui, ce sera vraiment fini. La nuit était tombée complètement sur la ville. Quelque part dans l'appartement, une horloge égréna les heures. Estelle regarda son téléphone, le nom d'Arnaud toujours en attente sur l'écran. « Je dois lui parler, dit-elle. »« Oui, dit Coralie simplement. Il faut que tu le fasses ce soir. »« Et ensuite, dit Coralie, tu dois changer de comportement de toi-même, spontanément. Pas parce qu'il te le demande, mais parce que tu l'auras décidé. Plus de sorties arrosées sans lui. Plus de nuits dans des endroits douteux. Si quelqu'un au travail dépasse les limites, tu changes de travail. Tu ne passes plus ton temps libre séparément de lui. Et surtout, et c'est le plus important, tu reconstruis votre vie commune dans tous ses aspects, y compris l'intimité. Estelle souffla lentement. Le problème immédiat, c'est que je ne sais même pas comment l'approcher. Il est parti. Je ne sais pas où il est. Coralie hocha la tête, les yeux graves. Les bons hommes dans cette ville ne restent pas seuls longtemps. Si quelqu'un d'autre l'a déjà remarqué, ce sera beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qu'il te disait pendant tout ce temps ? Il essayait de me parler, dit Estelle à voix basse, de me convaincre. Mais je ne l'entendais pas. J'étais certaine d'avoir raison. Et aujourd'hui, il a dit à Lucie qu'il demandait le divorce, que je courais les boîtes de nuit avec un amant qui venait me chercher tous les soirs en voiture. Il a quitté l'appartement. Il allait déposer les papiers aujourd'hui. Et Lucie ? Elle m'a dit qu'elle avait honte de moi, qu'en cas de divorce, je pouvais l'oublier. Elle ne répond pas à mes appels. Elle est du côté de son père ? Ils ont toujours été proches. Coralie tendit la main. « Donne-moi son numéro. » Estelle dicta le numéro. Coralie appela. Lucie décrocha presque immédiatement. « Lucie, pardonne-moi de te déranger. Je m'appelle Coralie, je travaille avec ta mère. Je voulais te parler d'elle, de son erreur, de son orgueil mal placé, de sa façon de confondre liberté et égoïsme. Il n'y a pas eu d'infidélité, mais le manque de respect envers ton père, lui, était bien réel. Elle croyait une simple dispute passagère. Je comprends ton père et ce qu'il a fait, mais ils ont construit quelque chose ensemble pendant de longues années et ils méritent de vieillir l'un à côté de l'autre. Bah concrètement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Demanda Lucie. Parle à ton père. Demande-lui d'accepter une conversation avec ta mère. Un silence. J'ai déjà essayé. Il dit qu'il lui a parlé, qu'elle ne l'entendait pas, qu'elle vivait dans ses illusions,
qu'elle ne se ressemblait plus, une vraie caricature d'elle-même. Elle s'en est rendue compte. C'est sorti, c'est terminé. Et il n'y a jamais eu d'amant. Il y avait quelqu'un qui tournait autour d'elle, mais ça n'est jamais allé plus loin. Elle croyait naïvement à l'amitié. « Je vais essayer de joindre papa, dit Lucie après un moment. Comment vous appelez-vous déjà ? Coralie. Bien, attendez mon appel. Lucie ne traîna pas. Elle rappela son père dans la minute. Elle lui résuma la conversation avec Coralie, lui dit ce qu'elle avait appris. Arnaud l'écouta jusqu'au bout. Puis il y eut un silence, et il dit, d'une voix qui semblait peser chaque mot, « Lucie, ma chérie, j'ai besoin de réfléchir, vraiment réfléchir. Tout ça dure depuis plus de 3 mois. 3 mois à dormir dans ta chambre. 3 mois où ta mère rentrait chaque soir avec 2 ou 3 heures de retard. D'abord avec des explications, puis plus rien. On avait presque arrêté de se parler. Quand j'essayais d'aborder le sujet, elle me renvoyait dans mes cordes en disant que j'envahissais son espace personnel. Il s'interrompit. Et puis les boîtes de nuit, avec le frère de son ami, un homme marié du nom de Gaëtan. Elle n'y allait pas seule, sa femme me l'a confirmé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, mais hier soir encore, je lui ai dit clairement, si ça continue, je pars et je demande le divorce. J'ai tenu parole. Et ce matin, quand elle a appelé, elle m'a demandé si je voulais garder la voiture, comme si de rien n'était. Ça ne l'a même pas alertée. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui a changé en quelques heures. Son amant l'a plaqué ? Non, papa, dit Lucie doucement. Elle s'est simplement réveillée. Possible, dit-il, la voix plus sèche. Ou alors c'est lui qui a disparu du tableau. D'après son ami, il n'y avait rien de sérieux. Il y avait quelqu'un, mais ça n'est jamais allé loin. Pardonner ou non, c'est mon affaire, dit Arnaud. Tu n'as pas à te prononcer là-dessus. Mais pas aujourd'hui, Lucie. Aujourd'hui, j'ai trop de colère en moi. Trop de blessures encore vives. J'ai emménagé dans un autre appartement. J'ai pris 10 jours de congé. Je dois laisser tout ça décanter. Prendre une décision maintenant serait une erreur que je regretterais, dans un sens ou dans l'autre. Et quand tu seras prêt ? Je ne sais pas. Demain peut-être ? Dans un mois ? Ou jamais ? Je ne peux pas te le promettre. Dis-moi au moins où tu es. Dans un nouveau quartier, assez loin. Ne t'inquiète pas pour moi. Si tu as besoin, tu sais comment me joindre. Le téléphone de Coralie vibra. Elle regarda l'écran. C'est Lucie. Elle appuya sur la touche haut-parleur. Lucie, je t'écoute. J'ai parlé à papa. J'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Est-ce que maman entend notre conversation ? Coralie et Estelle échangèrent un regard. Estelle, tu m'entends ? demanda Coralie. Oui, dit Estelle, je t'entends, Lucie. Dis ce que tu as à dire. Un silence, puis la voix de Lucie reprit. Posée, sans cruauté, mais sans ménagement non plus. Maman, papa a dormi dans ma chambre pendant 3 mois. 3 mois. Chaque soir, tu rentrais avec 2 ou 3 heures de retard. Au début, c'était « je suis resté chez une amie », puis plus d'explications du tout. Vous avez presque cessé de vous parler. Quand il essayait d'ouvrir le dialogue, tu le repoussais au nom de ton espace personnel. Et ensuite, les boîtes de nuit avec un homme marié. Papa dit que tu n'y allais pas seul. Il ne comprend pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Hier soir encore, il t'avait prévenu. Il a tenu parole. Et toi, tu as laissé ça arriver. Estelle ne disait rien. Elle regardait ses mains. « Ce que tu lui as dit à lui, Lucie ?» demanda Coralie. Que l'amant n'existait pas vraiment. Qu'il y avait quelqu'un, mais que ça n'avait pas dépassé certaines limites. Et sa décision ? Il ne prend aucune décision ce soir. Il dit qu'il est trop en colère, trop blessé. Il a besoin de temps. Il a emménagé ailleurs. Il a pris 10 jours de congé. Quand il sera prêt à parler, il le fera savoir. Mais quand ? Il ne sait pas. Demain, dans un mois, ou jamais. Un long silence. Maman, ajouta Lucie, sa voix se brisant légèrement. Tu as passé 3 mois à démolir ton mariage. Tu ne peux pas le reconstruire en 1 heure. Détruire, c'est vite fait. Réparer, si jamais c'est encore possible, c'est le travail de toute une vie. Estelle ferma les yeux. Une larme roula le long de sa joue, silencieuse. « Tu ne sais pas où il loge ?» demanda-t-elle. « Dans un nouveau quartier, loin.
Il a pris 10 jours. C'est tout ce qu'il m'a dit. La communication se coupa. La cuisine retomba dans le silence. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente. Estelle posa le front entre ses mains et Coralie, sans un mot, posa doucement sa main sur son épaule. « Lucie, tu pourrais venir me rejoindre, juste pour être avec moi ce soir. »« Je ne peux pas ce soir, maman, » dit Lucie doucement. « Patrice rentre du travail, il faut que je m'en occupe. Et tu n'as pas oublié que j'accouche bientôt. »« Je sais, » dit Estelle. « Alors je viens chez toi demain. On s'assoira dans le jardin, on parlera tranquillement. C'est possible ? » ?»« C'est possible. Mais s'il te plaît, viens comme toi-même, pas avec tes tenues de ces derniers mois. Mes voisins n'ont pas besoin d'être surpris. » La communication se coupa. Estelle resta un long moment sans parler, les yeux perdus dans le vague. Coralie buvait son thé à petites gorgées, sans la presser. « Et maintenant ?» demanda finalement Estelle. « Maintenant, » dit Coralie, « tu attends. C'est la seule chose que tu puisses faire. » Elle posa sa tasse. « Moi j'attends depuis presque 1 an, et je sais qu'il y a eu une mesure de grâce. Il pourrait sortir plus tôt que prévu. C'est pour ça que j'ai arrêté toutes ces soirées, toutes ces fréquentations. Personne ne pourra dire quoi que ce soit de moi, sauf peut-être que j'ai connu Véronique. Et elle a une histoire qu'aucun maquillage ne peut effacer. »« Moi, » dit Estelle lentement, « je sais qu'Arnaud ne répondra ni aux appels ni aux messages. Et je ne saurais même pas quoi lui dire, après tout ce que j'ai fait. » À ce moment-là, le téléphone de Coralie vibra. Elle regarda l'écran et eut un petit sourire sans joie. Notre chère Véronique. Elle a dû se retrouver seule à sa table. Je mets le haut-parleur. Écoute, mais ne dis rien. Je n'ai rien à lui dire, murmura Estelle. Coralie accepta l'appel. Allô, Coralie, c'est toi ? Moi-même. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis au club. Ce soir, il y a un monde fou, de la jeunesse, de l'ambiance. C'est magnifique. Mais toi, tu n'es pas là. Estelle non plus. Et Sophie a disparu avec Ludovic, on dirait. Sophie est probablement avec Ludovic, dit Coralie d'une voix neutre. Et d'ailleurs, tu n'es pas au courant pour lui ? Pour Ludovic ? Non, quoi ? Il est à l'hôpital, traumatologie, le plâtre au bras. Je pense que le mari de Sophie a fini par apprendre ce qui se passait et a décidé de régler ça à sa façon. Ludovic, lui, prétend qu'il a simplement glissé. Qui t'a dit ça ? Gaëtan. Il s'est fait interpeller par la police ce soir, emmené au commissariat. En attendant dans le couloir, il a entendu des conversations. Quand ils l'ont relâché, il a appelé Ludovic, qui lui a confirmé qu'il était hospitalisé. Et Gaëtan, pourquoi la police l'a arrêté ? Il l'a cherché, dit Coralie. Il avait dit à sa femme qu'il était en déplacement. Il a pris la voiture immatriculée à son nom à elle, et il est allé chercher Estelle pour l'emmener d'abord en boîte et ensuite dans un motel. Tu savais, pour le motel ? Un silence gêné à l'autre bout de la ligne. Bref, reprit Coralie, ils ont contrôlé le véhicule. Il était signalé volé. Ça s'est arrangé ensuite. Maintenant, Gaëtan loge chez toi, c'est ça ? Sa femme l'a mise à la porte. De toute façon, leur séparation était déjà consommée depuis longtemps. Demain, il va récupérer ses affaires. Et Sophie, elle répond au moins ? Non, elle m'a mise sur liste noire, comme Estelle. Et Estelle, justement, elle a compris que c'était toi qui avais tout arrangé pour la mettre avec ton frère ? Elle s'en est rendue compte, oui. Et Gaëtan n'a pas su se tenir. Il voulait jouer sur 2 tableaux à la fois, Estelle et Maëlle. Sauf que Maëlle, elle, ne plaisante pas. Elle a perdu son mari à cause de lui. Ils vont peut-être se retrouver, ces 2-là ? Maëlle et son mari ? Je ne sais pas. Ils vivent sous le même toit depuis longtemps, mais chacun de son côté. Et elle ne répond pas non plus. Bon, laisse tomber. Et toi, tu es où ? J'ai décidé de m'arrêter, moi aussi, dit Coralie simplement. Mon mari rentre bientôt. Toutes ces sorties ne mènent à rien de bon. Il bénéficie d'une mesure de grâce. Il pourrait être libéré avant le terme. J'ai même refait l'appartement pour son retour. Ah bon ? Eh bien, ne disparais pas. Si tu as envie de sortir, appelle-moi. Bonne soirée, Véronique. Coralie raccrocha et posa le téléphone sur la table. Le silence retomba dans la cuisine. Estelle regardait la fenêtre, les lumières de la ville au loin. « Tu comprends maintenant ce qu'est Véronique ?» dit Coralie doucement. « Elle est ce qu'elle n'a pas. »
Elle se nourrit des divorces des autres comme d'un remède contre sa propre solitude. Son frère qui s'installe chez elle après avoir monté cette histoire, ils se ressemblent. « Je comprends, dit Estelle, mais ça ne m'avance pas. Comment je récupère Arnaud? Comment je me réconcilie avec ma fille? J'ai tout compris, Coralie, mais comprendre ne change rien à la douleur. » Pour l'instant, rien, dit Coralie. La décision lui appartient. Tu ne peux pas la lui arracher. Ce que tu peux faire, c'est être différente quand il sera prêt à regarder. Demain matin, tu vas chez le coiffeur. Tu retrouves ta vraie tête. Tu ranges ses vêtements au fond d'un placard. Et au travail, n'écoute personne. Celles qui ont divorcé 3 fois ont une expertise impressionnante pour détruire et 0 expérience pour construire. Estelle esquissa un sourire amer. « Mais toi non plus, tu n'as pas sauvé ton mariage. » « Pas tout à fait exact, dit Coralie avec calme. Je lui rends visite. On n'a pas divorcé officiellement, et je n'en ai aucune intention. Quand il rentrera, on parlera franchement. Et tu sais ce que j'ai réalisé récemment? Je veux un enfant. Je n'y avais jamais pensé sérieusement avant. Maintenant, le temps presse, mais j'y pense. » Estelle suivit les conseils de Coralie. Elle changea sa façon de s'habiller, sobrement, avec élégance retrouvée. Elle passa une matinée chez le coiffeur, la coupe criarde disparue, remplacée par quelque chose de plus doux, de plus juste. Elle fit le ménage dans l'appartement avec un soin qu'elle n'y avait plus mis depuis des mois, ouvrant les fenêtres, rangeant les recoins oubliés. Lucie, en la voyant arriver le lendemain dans le jardin, resta un instant silencieuse, puis dit simplement « Te revoilà, toi. » Ce n'était pas un compliment, c'était mieux que ça. C'était une reconnaissance. Elles parlèrent longtemps, assises sur le banc sous les arbres, dans la lumière douce de la matinée. Estelle ne se défendit pas, elle écouta, et pour la première fois depuis longtemps, sa fille aussi l'écouta. Après ça, elles se parlaient tous les jours, de petites choses, de l'enfant à venir, du temps qu'il faisait. Pas encore de tout, mais le fil était renoué, et c'était déjà quelque chose. Estelle écarta progressivement de sa vie tous ceux qui, sous couvert d'amitié ou de parenté, n'avaient fait qu'attiser le feu avec leurs leçons de morale et leurs faux conseils. Elle le fit sans fracas, sans explication. Elle ferma simplement des portes. Un matin, Coralie l'appela au bureau, la voix vibrante d'une joie qu'elle contenait à peine. « Estelle, il est sorti. Ce matin. Il faut que je parte plus tôt. Tu peux couvrir mon absence ?» « Ne t'inquiète pas, dit Estelle. Je m'en occupe. » Elle passa chez le directeur et lui expliqua simplement la situation. « Coralie est l'une de nos meilleurs éléments, dit-il sans hésiter. Quand il le faut, elle ne compte pas ses heures. Disons que c'est l'entreprise qui lui doit quelque chose. Accordez-lui tout le temps nécessaire. » Ce soir-là, Lucie appela. « Maman, j'ai parlé à papa. Il accepte de te voir. » Estelle retint son souffle. « À quelles conditions ? » « Une seule. Une honnêteté totale. Pas de demi-vérité, pas d'esquive. Il propose le café où vous alliez souvent avant, en centre-ville. Vendredi soir, vers 19h. Il réservera une table pour 2. J'y serai, dit Estelle. Dans les jours qui suivirent, elle et Coralie passèrent de longues heures à peaufiner chaque mot, chaque tournure. Coralie ne lui donnait pas de script. Elle débusquait impitoyablement les formulations creuses, les justifications maladroites, les phrases qui sonnaient faux. À un moment, Estelle n'en put plus. « Coralie, tu es de quel côté, là ?»« Du tien, dit Coralie fermement. C'est bien pour ça que je ne te laisse pas dire des bêtises. Il sait des choses, il en a imaginé d'autres. Et ce qu'un homme imagine est souvent pire que la réalité. Tu dois lui parler de façon à ce qu'il comprenne, pas à ce qu'il te plaigne. Il y a une différence. » « Et si on se retrouvait par hasard dans le même café ce soir-là ?» proposa Coralie avec un sourire en coin. « J'ai une amie qui y travaille. Elle pourrait nous placer à la table voisine. » Estelle la regarda, hésita, puis hocha la tête. « D'accord. » Le vendredi soir, Estelle s'habilla avec le soin de quelqu'un qui sait que les apparences parlent avant les mots. Un maquillage discret, une coiffure soignée, une tenue sobre mais élégante, celle d'une femme qui s'est retrouvée elle-même. Elle entra dans le café à l'heure exacte. L'hôte la conduisit vers une table. Arnaud était déjà là. Il avait l'air reposé, concentré.
les yeux calmes mais vigilants. Il se leva légèrement à son approche. « Tu es très bien, dit-il en la regardant s'asseoir. Je me demande même pourquoi tu aurais besoin de moi. Arnaud, on est là pour parler, pas pour se blesser. Tu as raison, excuse-moi. » Il avait commandé à l'avance une bouteille de vin blanc sec, un cognac. « Tu n'es pas au volant ? » ?»« Non. »« Alors je ne prends rien d'autre, merci. Tu as bien pensé à tout. » Il croisa les mains sur la table. « Alors parle-moi de cet homme. »« Tu veux parler du frère de Véronique ?» dit-elle, la voix posée. « C'est une histoire que j'aurais dû voir venir. Je me suis laissé embobiner par Véronique. Elle aime diriger les gens, les manipuler. C'est chez elle que j'ai rencontré Gaëtan. Il n'a jamais été mon amant. Il y a eu des attentions, des sorties, un baiser, une fois. Je savais qu'il était marié et je n'ai pas voulu aller plus loin. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun contact avec eux. » Elle marqua une pause. « Je sais que mon comportement t'a blessé, que j'ai brisé la confiance. Je ne cherche pas à minimiser ça. Ce que j'ai fait, c'était de l'égoïsme, du manque de respect. Pas une trahison au sens plein du mot. Mais c'était suffisant pour faire des dégâts, et j'en suis profondément désolé. » Arnaud garda le silence un long moment. Dehors, la nuit tombait sur la rue. À l'intérieur, la lumière dorée du café donnait à la scène quelque chose de suspendu. « J'aurais eu plus facile à simplement tourner la page, dit-il enfin, mettre un terme à tout ça. C'est ce que j'ai cru vouloir pendant des semaines. » Il leva les yeux vers elle. « Mais je n'ai pas pris de décision tant que la colère parlait plus fort que le reste. Maintenant, je suis capable de réfléchir. C'est déjà quelque chose. » À cet instant, on installa un couple à la table voisine. La femme se retourna. « Estelle, dit-elle avec surprise et chaleur, tu es là avec ton mari ?»« Coralie, dit Estelle avec un sourire qui n'en était pas tout à fait un. Et toi ?»« Je te présente Kevin, dit Coralie simplement, les yeux brillants d'un éclat qu'Estelle ne lui avait jamais vu. La soirée se passa dans un calme retrouvé. Pas de grandes déclarations, pas de larmes. Juste deux personnes qui se regardaient à nouveau, vraiment. En sortant du café, Arnaud raccompagna Estelle jusqu'à la porte de l'immeuble. Avant de partir, il dit « La semaine prochaine, on pourrait aller voir Lucie ensemble ?»« J'aimerais beaucoup, dit-elle. » Ce fut le début d'un rapprochement prudent, fait de petits gestes et de mots choisis. Arnaud réapprit à faire confiance, lentement, à son propre rythme. Des intérêts communs renaissaient, presque timidement, et quand Lucie accoucha, la joie de tenir leur petit-fils dans les bras acheva ce que les mots n'avaient pas pu accomplir seuls. La réconciliation eut lieu. Pas dans un grand éclat, pas sous les projecteurs. Dans le silence discret de deux êtres qui ont failli se perdre et ont choisi, ensemble, de ne pas se laisser aller. Une famille ne se fracture pas au moment où quelqu'un franchit la porte. Elle commence à mourir quand on cesse de s'écouter. La liberté sans responsabilité ne tarde pas à ressembler à de la solitude. L'illusion de la jeunesse retrouvée, le frisson d'un regard inconnu, tout cela peut coûter très cher si l'on paye avec la confiance de ceux qu'on aime. On peut prendre conscience de ses erreurs, mais le temps, le respect et l'amour ne reviennent pas sur simple demande. Parfois, pour préserver ce qui compte vraiment, il suffit de s'arrêter à temps et de se regarder honnêtement en face.